Eh bien, merci Delphine, merci à toutes et à toutes d'être là pour notre dernière conférence de la journée. Donc nous avons la joie d'accueillir Gérald Bronner, alors que je vais quand même présenter, même si je pense il est connu de la plupart d'entre vous. Gérald Bronner, qui est professeur de sociologie à l'université de Paris-Sorbonne, désormais, après avoir travaillé, on le disait tout à l'heure, à Strasbourg et à Nancy, entre autres. Membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie nationale de médecine également, entre autres. Auteur de différents ouvrages, dont on citera quelques-uns aujourd'hui. Alors, on est particulièrement... parmi les ouvrages, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a ce petit ouvrage que vous aviez déjà réalisé il y a maintenant plus de peut-être 15 ans, à destination des adolescents, en prévention des théories du complot. Donc ça fait écho vraiment avec ce qu'on voyait tout à l'heure présenté par les collègues sur l'Escape Game version numérique 2024. Donc on est particulièrement heureux de vous accueillir ici à Nancy. Heureux pour deux raisons. D'une part, vous nous accompagnez sans le savoir, mais depuis le début de nos travaux sur... notre expérience clinique, principalement initialement auprès de jeunes et de familles confrontées à radicalisation violente, et plus globalement aux dynamiques d'emprise. On en parlait déjà ce matin, on élargit un peu notre champ de compétences, d'activités auprès de d'autres dynamiques d'emprise, par exemple l'aliénation parentale, dont on avait fait une conférence il y a un mois à Reims. Et donc vos travaux nous ont accompagnés pour essayer de comprendre les mécanismes qui se jouaient dans l'adhésion à des croyances parfois radicales. Et donc ce sera certainement un des sujets majeurs de la discussion d'aujourd'hui. Autre point de plaisir, c'est de vous accueillir à Nancy, votre ville, dont vous nous dressez un portrait dans votre dernier ouvrage, qui parle de votre adolescence. Alors moi je suis pédopsychiatre, tu le disais Delphine d'ailleurs, spécialisé sur les problématiques adolescentes, et ça me touche particulièrement de lire le récit a posteriori, quelques années plus tard, cette lecture à la fois critique mais sensible de ce que vous avez pu vivre adolescent en termes d'adhésion à des croyances. On aura peut-être l'occasion également de l'aborder. Alors cet ouvrage donc, qui s'appelle L'exorcisme, en quatrième de couverture, vous énoncez le fait qu'on peut croire des choses folles sans être nous-mêmes fous, a priori. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a traversé depuis de nombreuses années la réflexion, je veux dire, psychopathologique, plus largement que psychiatrique, sur ce lien entre croyance et folie. Alors, de point de vue très psychiatrique, c'est déjà les croyances idiosacratiques des schizophrènes ou, d'une certaine façon, également des paranoïaques qui peuvent avoir des croyances soit complètement non partageables, parce que propres à eux-mêmes, soit très peu partageables au bout d'un moment chez les paranoïaques. L'autre aspect des croyances et des réflexions de philosophes et de psy, ce sont les croyances, on va dire, portées culturellement et largement partagées. On est ici dans un domaine catholique, et c'est vrai que des croyances qui, a priori, pourraient être peu cohérentes ou questionner la cohérence scientifique peuvent être largement véhiculées pendant de nombreuses années, que ce soit l'existence d'un dieu, d'un paradis, d'un enfer ou même la transsubstantiation. Et troisième aspect, et c'est plutôt là-dessus que nous travaillons, c'est comment des vulnérabilités psychiques, des vulnérabilités de période de vie, l'adolescence en est une en tant que telle, peuvent rendre vulnérables certaines personnes à l'adhésion à des croyances partageables dans une petite communauté, on va dire, mais peu partageables sur l'ensemble de la société. C'est l'exemple que vous donnez dans votre livre, Nancy est le centre du monde, partageable avec un petit cercle d'un individu, mais en dehors de ce cercle, perçu comme invraisemblable. Et ces croyances, nous l'observons chez certains des jeunes que nous accompagnons, peuvent rester à cet état-là et peuvent parfois amener à des positions dites radicales violentes, dans le sens où elles peuvent parfois valider l'idée que la violence peut être un outil nécessaire à la réalisation de cette croyance.
Alors, c'est vraiment sur ces questions-là, plus que sur la notion des vulnérabilités, qu'on souhaitait aujourd'hui vous écouter. Selon vous, quels sont les mécanismes et comment, finalement, un individu qui lui-même ne souffre pas d'une maladie psychiatrique, n'est pas fou, peut être amené à adhérer, à croire à des choses qui, vraisemblablement, pour le reste du monde, sont perçues comme invraisemblables et donc folles. Quelles chaînes rhétoriques peuvent conduire ces personnes à adhérer de façon souvent d'ailleurs inébranlable à ces croyances? Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait amener ces personnes vers la légitimation de la violence et éventuellement un passage à l'acte dans ces rhétoriques de croyances? Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour le réseau Virage de m'avoir invité, et notamment Vincent Via qui était la cheville ouvrière de ma venue. Merci à toutes et tous d'être ici. C'est un grand plaisir, il a été dit, parce que j'ai des racines en Lorraine très profondes. D'ailleurs, j'y demeure encore un peu d'une certaine façon, donc j'y reviens toujours avec beaucoup de plaisir, et a fortiori pour parler de thèmes qui m'obsède. Le mot n'est pas trop fort depuis plusieurs décennies maintenant. Parce que Bruno Michon, tout à l'heure, a rappelé qu'on s'était croisés à l'Université de Strasbourg. Bah oui, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, en effet. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de voir que ces thèmes m'intéressent largement et en particulier de façon pluridisciplinaire. Mais c'est vrai, s'il y a quelque chose qui, finalement, est en quelque sorte un fil rouge dans mes recherches, et je le dois à mes maîtres intellectuels, c'est pas moi qui ai inventé cette position, c'est ce constat. Alors je le fais dans la 4e de couverture de mon dernier livre qui est très autobiographique, c'est une autobiographie simplement, qui s'appelle L'Exorcisme, où je raconte, c'est peut-être la matrice finalement de ma façon de faire de la sociologie et de ma passion pour cet objet, les croyances, que j'ai été moi-même extrêmement croyant, très croyant entre 15 et 25 ans. Je ne veux pas détailler, parce que l'objet, c'est pas de parler du livre et de mes anciennes croyances, mais j'étais, disons, très haut dans les propositions très exotiques qui me permettaient de penser le monde. En particulier, je croyais qu'il allait y avoir la fin des temps qui allait arriver. J'étais un millénariste, en quelque sorte. Et enfin, à la fin, on s'est retrouvé une soixantaine de jeunes gens, plutôt, à croire cela. Et ce dont je suis absolument certain, on croyait vraiment à des choses un peu folles, quoi, si je puis dire, et un peu évidemment ridicules, vu de la hauteur de la maturité. Mais ce dont je suis certain, c'est que la plupart d'entre nous n'étions pas fous. Donc on peut croire à des choses folles sans être fou soi-même. Et c'est peut-être dans cette marque de ma biographie que j'ai eu beaucoup d'intérêt à la lecture de certains sociologues, et peut-être moins d'autres sociologues, et je fais mon mea culpa, on a tous des sensibilités intellectuelles, mais c'est vrai que quand j'ai découvert notamment l'œuvre de Max Weber, et puis aussi celle de Raymond Boudon, il m'a semblé que leur volonté d'attirer notre attention sur les raisons des autres, y compris quand ils paraissent déraisonnés, était une voie fertile pour penser le monde des croyances. Parce que c'est vrai que, en fait, nous sommes équipés en tant qu'êtres humains, très tôt, c'est une des caractéristiques de notre espèce, équipé de ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de prêter à autrui des intentionnalités. Parce que si on a une interaction, toi et moi, je vais te tenir la porte, tu vas me dire merci, etc. Parce que je pense que tu t'attends à ce que je tienne la porte, et toi, tu sais que je m'attends à ce que tu me dises merci. Donc, dans la moindre interaction humaine, il y a des anticipations réciproques qui sont en fait fondées sur une théorie de l'esprit. C'est-à-dire, je prête des intentionnalités à autrui. Et Bruno Michon, tout à l'heure, et ses deux collègues nous ont rappelé que ça peut déraper, le fait de prêter des intentionnalités. C'est bien de prêter des intentionnalités à des êtres qui sont porteurs d'intentionnalités. Si on commence à prêter des intentionnalités aux nuages, au cosmos, à des groupes sociaux qui sont collectivement composés d'individus qui ont des intentionnalités, mais qui, en tant que groupe, n'ont pas forcément des intentionnalités homogènes, ça peut poser un problème. Il n'empêche que nous sommes dotés, et la psychologie du développement nous l'a montré, y compris chez les enfants à partir de on va dire 18 mois, ils sont déjà dotés d'une solide théorie de l'esprit.
Donc c'est vraiment très très tôt qu'apparaissent ces dispositions. Et qu'est-ce que c'est que donc cette théorie de l'esprit? C'est la capacité que nous avons tous de comprendre le système de raison qui va mobiliser quelqu'un. Et on peut se tromper d'ailleurs sur ses intentions, mais en fin de compte, c'est une sorte d'intuition sociale, psychosociale que nous avons. Et là, par exemple, si vous voyez deux personnes, je sais pas moi, se disputer dans la rue avec un vélo qui est par terre, etc., vous allez en inférer, en fait, rétroactivement, que peut-être que quelqu'un est tombé de son vélo à cause de quelqu'un d'autre et que ça fait l'objet de sa dispute. Vous comprenez leurs raisons potentielles, même si vous n'avez pas l'information qui vous permet de savoir. Vous êtes donc des croyants qui reconstituez un système de raison qui expliquerait éventuellement une situation énigmatique qui est face à vous. Bon. Et ce système de raison, j'appartiens à une tradition intellectuelle qui est assez longue et qui est contestable. D'ailleurs, on aura un moment d'échange. Vous pouvez tout à fait être en désaccord avec moi, mais vous voyez, je me livre très clairement. Un système, disons, philosophique qui considère qu'il y a un socle universel des raisons. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être César pour comprendre César, comme disait Max Weber. Je n'ai pas besoin d'être chinois pour comprendre un chinois, à condition que j'utilise des moyens de reconstruction de son univers mental pour comprendre sa logique, la cohérence de ses raisons. D'accord ? Ça peut être tout à fait discuté. On peut considérer que certaines expériences sont impartageables à tout jamais. Et que donc autrui demeurera énigmatique. Il y a des positions comme ça dans les sciences sociales. Donc moi, c'est pas tellement ma position. On va pas longtemps développer, parce que c'est pas le sujet, mais j'ai l'impression que quand on va voir un film, par exemple, je sais pas moi, réalisé par un Iranien ou une Iranienne, ou par un Chinois ou une Chinoise, etc., il y a toujours une impression un peu d'exotisme, parce qu'on connaît pas forcément bien les rituels, la façon dont les acteurs ont joué, pas tout à fait la façon à laquelle nous sommes habitués, mais en même temps, nous comprenons les enjeux du film. Que ce soit de l'amour, de la vengeance, de la colère, etc. Il n'y a pas une distance culturelle qui est si grande que leur système de raison soit intuitivement hors de portée de ma théorie de l'esprit. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les humanistes, entre parenthèses. C'est assez désespérant d'imaginer qu'il y a des expériences qui sont si différentes qu'elles sont à tout jamais inaccessibles. Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut se mettre exactement dans la peau de quelqu'un qui a été victime de quelque chose, etc. Ça c'est autre chose. Mais voilà, si je développe un peu longuement ça, c'est que dans certains cas, vous l'aurez remarqué, notre capacité à prêter à autrui des intentions, on va dire raisonnables ou rationnelles, elle dérape, elle se grippe. Dans certains cas, systématiquement, les premières intuitions que nous allons avoir, c'est « il est dingue, il est fou, il est irrationnel ». D'accord ? Ou bien il est déterminé culturellement, c'est sa culture, etc. Donc on va faire de l'autre un être totalement hétéronome qui n'a pas de système de raison. Et ça va être particulièrement le cas quand on va être confronté justement à des systèmes de croyances ou de morale qui sont différents des nôtres. Alors là, nos intuitions, bizarrement, vont nous conduire vers l'irrationalité, vers la psychiatrisation, etc. Je ne dis pas que certains des cas qui nous intéressent ne relèvent pas de la psychiatrie. Pour être tout à fait honnête même, par exemple, on a évoqué les théories du complot ou l'idéologie djihadiste, etc. On pourrait prendre plusieurs exemples. En général, il y a quand même un taux d'individus qui relèvent de la psychiatrie qui est supérieur à la norme d'un pays. Bon. Mais quand bien même ce taux est un peu supérieur à la norme de ce qu'on trouve dans un pays, ça reste très minoritaire. C'est pas ça qui explique le gros de ces attachements intellectuels. C'est vrai qu'avoir certaines, on l'a dit, fragilité, déséquilibre personnel dans sa vie ou pour des raisons plus intimes, ça peut conduire en effet des individus à trouver les propositions qui sont faites par la théorie du complot, par certaines formes de radicalité religieuse, ou certaines formes de croyances pseudo-scientifiques, ça peut conduire effectivement à trouver ces propositions, disons, attrayantes. Bon. Il y a d'autres variables, hein. Il n'y a pas que des variables d'ordre psychologique, il y a des variables sociologiques, par exemple. Si vous avez l'impression que le monde vous échappe, que vous avez moins de contrôle sur votre environnement, ça c'est des choses qu'on a beaucoup mesurées avec les gens, notamment de mon équipe. Donc, si vous perdez, vous avez le sentiment de perdre le contrôle, ce genre de proposition intellectuelle, que ce soit la radicalité religieuse ou la théorie du complot, vous donne l'illusion
que vous vous réappropriez, au moins intellectuellement, voire même matériellement, le monde. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle le biais de maîtrise. Hein, il est évoqué quelques biais cognitifs tout à l'heure. Le biais de maîtrise, ça nous touche tous. D'ailleurs, tous les biais qu'on évoque, on peut tomber là-dedans. C'est pour ça que moi, je reste sur un bassin humaniste, quoi, de dire, OK, oui, ces gens ont l'air de croire à des choses folles, mais ils sont probablement pas fous. En tout cas, c'est pas la folie qui majoritairement explique ce phénomène. Le biais de maîtrise, c'est la volonté qu'on a tous de maîtriser son environnement, c'est compréhensible. Mais par exemple, si vous avez à parier sur des chiffres, par exemple pour gagner au loto, vous préférez choisir vous-même les chiffres plutôt que quelqu'un les choisisse à votre place. Et vous êtes même prêt à payer plus cher pour choisir ces chiffres. Alors qu'ils n'ont pas plus de chances de tomber si c'est vous qui les choisissez ou si c'est une machine qui les tire au hasard, n'est-ce pas ? De la même façon, on a mesuré, par exemple dans les casinos, que les gens sont prêts à payer plus cher si c'est eux qui envoient la bille, par exemple, plutôt qu'un croupier, etc., etc. Ça sont des déclinaisons, disons, périphériques de la question de biais de maîtrise, mais ça montre bien aussi comment notre cerveau peut fonctionner. Alors, le biais de maîtrise nous renvoie aussi à un événement qui est, ou à des faits qui sont relativement constants, je crois, dans les formes de radicalisation, quelles qu'elles soient. Et moi-même, quand j'étais donc adolescent, j'ai été touché de plein fouet. Et il a été évoqué tout à l'heure, c'est la place laissée au hasard. Voilà. Vous comprenez bien que ça soit un système religieux, ou que ça soit un système de type idéologique, façon théorie du complot, etc., le hasard est un hôte indésirable de la pensée humaine. Nous avons beaucoup de mal à laisser toute une place à la question du hasard, parce que le hasard, ça veut dire qu'en fait, quand on donne une explication qui est fondée sur le hasard, on admet que le phénomène n'a pas de sens, à proprement parler. Par exemple, une catastrophe naturelle, soit vous dites, c'est le hasard, enfin, bien sûr qu'il y a des mécanismes naturels qui les font advenir, un tremblement de terre, etc., mais on n'aurait pas pu l'empêcher, ça n'a pas de sens particulier, etc. Mais vous savez bien qu'il y a des esprits religieux qui vont vous dire, mais en fait c'est une punition de Dieu, ou une action du diable, etc. Donc là, on est dans la question de l'intentionnalité, ou au contraire, des complotistes qui vont vous dire, mais c'est l'action d'une arme qu'on appelle HAARP, qui est capable de développer des tremblements de terre, etc. D'ailleurs, si vous allez voir sur Google Trends, à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, vous verrez que les gens font des recherches sur HAARP. H-A-A-R-P. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas taper ça par hasard. Et donc, c'est un très bon indicateur du fait qu'une partie, minoritaire évidemment, de nos concitoyens vont chercher une interprétation qui n'est pas fondée sur le hasard, en fait. Et donc, ce qui caractérise, en fait, la radicalité, puisque vous avez parlé de ça toute la journée, c'est deux choses. Ce n'est pas seulement le contenu de la croyance. Parce que le contenu de la croyance, vous l'avez dit, après tout, on est très habitué dans notre culture, on va dire judéo-chrétienne, quoi, grosso modo, à fréquenter des mythologies qui sont extrêmement spectaculaires. J'espère n'offenser personne, mais je veux dire un homme qui serait à la fois fils de Dieu, qui naîtrait du ventre d'une femme vierge, et qui en même temps Dieu lui-même, qui marcherait sur l'eau, etc., c'est une proposition intellectuelle très exotique et spectaculaire. Mais elle ne nous paraît pas exotique parce que nous y sommes accoutumés culturellement. Voilà. Et on voit bien aussi que la plupart d'entre nous, même s'il y a des chrétiens dans la salle, n'adhèrent pas forcément inconditionnellement, littéralement à cet énoncé. Et ça, c'est la deuxième variable qui est fondamentale. C'est la littéralité, l'interprétation littérale du texte. Pourquoi cette interprétation, elle pose problème ? Par exemple, si vous prenez le cas de la Bible, je ne veux pas m'acharner, mais vous avez une description dans l'Ancien Testament, c'est pareil pour le Coran d'ailleurs, c'est les grandes propositions des livres monothéistes, on va dire. Vous avez une description du monde. Vous avez par exemple une ancienneté de la Terre. La Terre, à peu près 6000 ans, 7000 ans, si je me rappelle bien, si on prend au sérieux ces textes. De la même façon, si on les prend au sérieux, on ne peut pas être darwinien, on ne peut pas adhérer à la théorie de l'évolution, parce qu'il y a une zoogonie dans l'Ancien Testament qui est incompatible avec les connaissances scientifiques ordinaires. Alors, quand la religion rentre en concurrence directe d'un point de vue descriptif, elle y perd souvent des plumes, parce que les méthodes de démonstration sont fondées seulement sur l'autorité.
Je vous dis que c'est vrai parce que c'est un livre qui est révélé. Bon, bah, ça fait un peu court quand même, sauf si vous avez vraiment envie de croire. Alors qu'on commence à dater au 19e siècle les fossiles, etc. On s'aperçoit que la Terre ne peut pas avoir 5000 ou 6000 ans. C'est pas possible. Elle a nécessairement des millions d'années, etc. Mais c'est pas forcément un problème. Et d'ailleurs, c'est vrai, à partir du moment où on a une interprétation symbolique du texte. C'est-à-dire, c'est une stratégie de la croyance pour éviter la contradiction des faits et la cumulativité de la connaissance. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une parfaite persistance entre progrès de la connaissance et en même temps interrogations métaphysiques, qui sont des interrogations qui me paraissent par ailleurs très légitimes. Et on va simplement dire, par contre le texte, on va se recroqueviller sur des interprétations morales, paraboliques du texte, plutôt que sur ces aspects descriptifs. Donc un autre aspect, vous me demandiez de pointer la question du hasard. Ça, c'est fondamental. Et puis, l'approche inconditionnelle, littérale du texte. Quand on a une interprétation symbolique du texte, on a quand même beaucoup moins de chances de verser dans une violence politique et religieuse que quand on a une interprétation littérale et que toute contradiction du texte nous apparaît comme une offense. Et ça, c'est vrai pour tous les textes, en fait. Et donc, le hasard, oui, moi, je me rappelle que lorsque je suis intervenu pendant 1 an dans un centre avec des jeunes dont on me disait qu'ils étaient radicalisés, et certains l'étaient vraiment, ils avaient essayé de partir à l'époque en Syrie, etc. Donc je suis intervenu, c'était à Beaumont-en-Véron, et ma stratégie, c'était pas du tout de contredire leurs croyances. Je voulais pas du tout les prendre frontalement. Et d'abord, moi, je n'en sais pas plus qu'eux sur l'existence d'un dieu ou quelque chose comme ça, très, très honnêtement. Mais par contre, je suis reparti du mode de raisonnement qui peuvent vous conduire sur un chemin incrémentiel sur lequel je vais revenir, qui est une bonne définition de la radicalité, en fait. C'est pas tant, donc, seulement le contenu de la croyance, c'est le contenu de la croyance pondéré par le rapport que vous avez à ce contenu. C'est la jonction des deux qui va commencer à définir les périmètres de ce qu'on appelle la radicalité. Alors ces jeunes, quand maladroitement je parlais du hasard, mais vraiment ça c'était très étonnant, à l'unisson ils me disaient « Monsieur, le hasard ça n'existe pas ». Pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Ils considéraient que le hasard c'était un hôte indésirable dans un monde où il y a un Dieu tout-puissant qui effectivement ne peut pas laisser les choses au hasard. On peut supposer que tout arrive pour une raison. Même un verre qui tombe, c'est Dieu qui l'a voulu, etc. etc. Okay. Si je leur avais dit, si le hasard fonctionne, non monsieur, il ne fonctionne pas, si, non, si, on serait allé jusqu'à perdre de vue comme ça, puis voilà, ceux-ci, ils étaient très, très sympathiques, donc je pense que ce ne serait pas allé très loin, mais ça aurait été totalement inefficace. Donc j'avais prévu cela, et ma stratégie a été plutôt d'en passer par des formes de raisonnement qui étaient dépouillés de leurs atours idéologiques et religieux. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la question du hasard, mais aussi loin possible que des enjeux idéologiques ou religieux que ça peut impliquer. Donc on a pour ça toute une batterie de jeux, de tests. Et ce que j'ai fait avec eux, c'est qui découvrent par eux-mêmes, en fait, c'est pas moi qui pensais pour eux. D'ailleurs, moi je crois pas à la déradicalisation, je l'ai dit un certain nombre de fois. Je crois éventuellement à l'auto-déradicalisation. C'est-à-dire à un moment donné, ce qu'on peut faire de mieux, c'est leur donner les outils pour revoir leur propre biographie intellectuelle. Et ça peut prendre des années que les choses soient claires. C'est ça le problème, ça peut vraiment prendre des années. Et donc, moi, mon intérêt, c'était de jouer à des choses avec eux, à leur proposer des énigmes et qu'ils se rendent compte que dans un certain nombre de cas, une explication fondée sur le hasard était intellectuellement plus satisfaisante qu'une explication fondée sur une entité transcendantale. Mais ce n'était pas moi qui le disais, c'était eux. Il y avait des jeux de rôle, je ne rentre pas dans les détails, je raconte ça dans un livre qui s'appelle Déchéance de rationalité, j'explique exactement comment on a fait. Alors, pour être tout à fait honnête, je disais tout à l'heure, je ne sais pas du tout si ça a marché, parce que j'avais demandé un pré-test, c'est Nicolas Gauvry, un collègue psychologue qui l'avait fait, je n'avais pas regardé les résultats du pré-test, puis je voulais un post-test, comme on fait en méthode expérimentale, pour savoir s'il y avait un impact. Donc c'était des tests psychométriques, c'était le Big Five, je ne sais pas si vous voyez, des CRT, enfin, des Cognitive Reflection Tests, etc. Des choses qui sont
qui ne sont pas forcément manipulables consciemment, parce qu'évidemment, si vous leur demandez à ces jeunes, dont certains étaient sous main de justice, et donc venaient là par stratégie probablement, si vous leur demandez, alors, t'es encore radical, enfin bon, évidemment, c'est absurde. Et donc on essayait de, sauf que ils avaient tous disparu en fait avant le post-test, et jamais pu. Après, pendant des années, je suis allé en prison, dans des quartiers de radicalisation, etc. J'ai tenté plein de choses. Et nous, on voulait vraiment, avec mon équipe, accéder, faire passer des tests, justement, pour voir s'il y avait des caractéristiques particulières. Mais on n'a jamais obtenu ça. Ça, c'est vraiment un gros souci pour travailler rationnellement. Là, on est quand même confronté à des problèmes administratifs qui sont insolubles. Et donc, un des autres aspects dans la radicalisation qui nous surprend, je le disais, quand on est face à quelqu'un, par exemple, qui croit que la Terre est plate, ou qui croit que la fin des temps va arriver, comme c'était mon cas, ou qui est prêt à tuer au nom de l'idée qui se fait du bien. On a envie, d'ailleurs, même dans le vocabulaire, qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle de fou de Dieu, choses comme ça, c'est connoté, y compris dans notre vocabulaire. On a envie, d'abord, ça nous indigne moralement, et c'est tout à fait normal. Et on trouve que c'est stupide ou relevant de psychiatrie, etc. Et c'est normal aussi, je veux dire. Le fait de reconstruire le système de raison d'autrui, donc ça demande une enquête sociologique véritablement, ou psychosociologique. Le fait donc de retrouver les raisons d'autrui, ça ne veut pas dire donner raison. C'est pas du relativisme, hein. C'est pas parce qu'on comprend le système de raison et qu'on se dit ouais, peut-être que moi, dans les mêmes conditions, dans un autre contexte socio-économique, j'aurais pu basculer dans cette forme de croyance. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on donne raison. Vous savez, il faut être très ferme là-dessus, parce qu'il y a des grandes confusions entre le relativisme qu'on voit quelquefois dans les sciences sociales, où anything goes, tous les systèmes de raison se valent, et à ce moment-là, pourquoi pas celui du terroriste, il a son système de raison aussi. Ou la psychiatrisation, qui dit, en fait, ils sont fous. Non, en fait, ce sont des gens qui sont amenés, et souvent, incrémentiellement, pas à pas, vers une forme de radicalisation. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas, parce que quand on voit des radicaux, on voit le terme d'un processus et on ne voit pas les étapes qui ont conduit à ce processus. D'où l'impression d'irrationalité. Moi, j'ai observé dans mes jeunes années, il y a quelques temps donc, j'ai observé une secte de l'intérieur pendant 1 an. C'était une secte bouddhiste, donc on est assez loin des exemples qu'on vient de donner, justement parce que je m'étais dit, c'est des bouddhistes, ils sont cool. Justement, j'ai observé un groupe où je ne vais pas être dans la caricature, etc. Sauf que je me suis rendu compte très vite que ces gens croyaient que le gourou de la secte était capable de faire léviter des éléphants avec la puissance de sa pensée. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu spectaculaire comme croyance. Mais ces gens, je peux vous dire qu'ils ne m'ont pas paru, parce que j'ai fait des entretiens, je me suis dévoilé comme sociologue, j'hésitais au départ, mais je me suis dévoilé avec eux, donc j'ai médité, puis ils couraient le marathon, donc j'ai mouillé un peu la chemise. C'était le corps et le temple de l'esprit, donc c'était une doctrine un peu comme ça. J'ai fait des entretiens avec eux, et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas plus fous que vous et moi. Mais ils croyaient à des choses que je trouvais quand même assez folles. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y avait un processus justement incrémental qui les conduisait. Bien sûr que le gourou fait léviter des éléphants, il ne l'entendait pas tout de suite. Non, cette secte-là, elle recrutait notamment sur le campus universitaire avec des petites affichettes de cours de yoga, méditation gratuits. Cours de yoga, méditation gratuit. Qui n'a pas envie de prendre un cours de yoga, méditation gratuit avec des petits oiseaux, c'était dessiné dessus. Ça avait l'air sympa. Bon, c'est comme ça que je les ai connus, du reste. Je suis allé voir. Et au début, c'est juste ça. Et la personne qui vous recevait, elle vous disait, moi, je suis un enseignement spirituel, mais je ne l'impose pas. C'est vraiment un maître spirituel. Ah bon? Oui, regardez, il connaît le pape. À l'époque, c'était Gorbatchev, donc vous voyez, c'était très ancien. Regardez, il a rencontré Gorbatchev, etc. Et on vous montre les photos. Et puis on vous dit, oui, par ailleurs, c'est un athlète incroyable. Ah bon? Oui, il soulève 2 tonnes avec le bras gauche, et on voit les photos et des certificats du truc d'haltérophilie internationale. Et là, tout à coup, pas à pas, on bascule dans l'étrange. Il court le marathon jusqu'à là, il n'y a pas tellement d'étrange. Il bat toutes sortes de records. Il fait, je ne sais pas combien de dessins en 2 heures. Bon, les dessins, c'est des espèces de traits, mais il joue de 24 instruments de musique, le piano avec les coudes. Donc tout ça, il donne des concerts. C'est très étonnant. Mais vu de loin, il a l'air d'un surhomme, peu à peu.
Et puis à la fin, on vous dit, tiens, si tu veux tenter une expérience, tu peux méditer sur le visage de cet individu. Et c'est une drôle de photo, c'est une photo très blanche où on a retiré tous les traits caractéristiques de son visage. Et donc on médite, je l'ai fait bien sûr, avec une bougie, de l'observation participante, comme on dit en sciences sociales. Ça, c'est un anthropologue qui s'appelle Bronislaw Malinowski qui a mis au point cette technique. On participe pour comprendre justement de l'intérieur. Parce qu'il ne suffit pas de faire des entretiens pour comprendre quelqu'un. Quelquefois, il faut faire ce qu'il fait. Il faut prier, il faut courir avec lui, il faut voir ce qu'il ressent. Enfin, c'est un truc dans son corps aussi. Bon, je le fais. Et donc, je médite sur cette figure. Et en effet, à la lumière de la bougie, je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça tout seul, fixez-vous dans un miroir à la lumière de la bougie, vous allez voir que votre tête va prendre des drôles de formes, etc. Et là, il y a une vingtaine de personnes, ils ne cessent de recruter, et il y a une ou deux personnes de temps en temps qui ont l'impression que le gourou leur a souri. À eux. Bon, là, c'est plié. Hein. C'est tout. À ce moment-là, ils changent de prénom. Le gourou leur envoie leur nouveau prénom, etc. C'est une nouvelle famille. Voilà, on voit tout à fait le... Et encore, je vous dis, c'était un groupe qui avait des pratiques assez douces, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu à ma connaissance, je dis bien d'abus sexuels, d'abus financiers scandaleux, etc. Le type est assez riche quand même, hein. Donc il y avait des donations, mais bon, vous voyez, il y a bien pire, je dirais, dans le spectre. Mais donc, la radicalité, et ça, cette image-là, je l'ai comprise, parce c'est une image qui ne vient pas de moi, c'est une image qui a été proposée par un ancien membre de l'ordre du Temple solaire, l'OTS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des suicides ou assassinats collectifs, c'est difficile de dire, bref. Et il y a eu des rescapés, des gens qui ne sont pas allés jusque-là, et ils disaient, parce qu'il y avait des chercheurs CNRS dans cette secte, on se demandait, mais comment c'est possible que des gens bien constitués intellectuellement en viennent à croire à des choses folles? Toujours pareil. Ils ont un système de raison incrémentiel. Et ils disaient, la radicalité, c'est un escalier dont les premières marches sont si petites que vous ne vous apercevez pas que vous êtes en train de les franchir, en fait. Et donc, les gens qui vous regardent quand vous êtes très haut sur l'escalier, ils ont une impression d'irrationalité, mais vous, chaque étape vous a paru tout à fait cohérente. Et c'est pour ça que pour les théories du complot, par exemple, ça c'est une donnée assez massive de ces théories du complot, pour les théories du complot, on s'aperçoit qu'en général, quand les gens commencent à adhérer à une théorie du complot, si vous les retrouvez plusieurs années après, ils adhèrent à toutes les théories du complot. Donc c'est un univers, et là on est en train les chercheurs, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le conspiritualisme, c'est la fusion de deux continents qui ne se parlaient pas spécialement avant, il y a eu quelques cas, mais c'était assez rare, c'est vraiment pendant la Covid-19 que ça s'est produit. Donc le continent, on va dire, conspirationniste, et la spiritualité. Comme il y a des questions de santé publique qui ont commencé à émerger, donc certains ont commencé à dire le virus n'existe pas, ou bien c'est pas ce qu'on nous dit, ou bien il a été fabriqué. Enfin, il y avait toutes sortes de théories fabriquées et diffusées volontairement, parce que sur l'origine du virus, je crois qu'il y a encore des interrogations en réalité, mais c'est autre chose que de dire qu'on l'a laissé volontairement s'échapper pour pouvoir tuer des millions de personnes, soit pour leur vendre le vaccin, soit pour faire le grand reset. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie du complot, c'est remettre tout à zéro. Autant de choses qu'on n'a pas vues du tout, en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a aussi dans la croyance, et ça vous le savez, une imperméabilité à la contradiction. C'est pour ça que ça sert à rien, en fait, souvent, de contredire un croyant. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est que généralement, on a pu mesurer que, notamment sur les réseaux sociaux, quand vous contredisez un croyant, il va partager 30% de liens en plus, par exemple, de théorie du complot. Ça peut sembler bizarre, mais c'est assez logique, ça vient d'une théorie qu'on appelle la théorie de la dissonance cognitive. Vous avez peut-être entendu, c'est Léon Festinger et son équipe, mais c'est lui au départ qui a mis le point là-dessus, c'est que quand vous êtes confronté à une contradiction, vous allez faire des efforts pour maintenir cohérent votre système de représentation, parce que c'est votre identité. C'est une des parties aussi des théories du complot, c'est qu'elles nous soignent identitairement. C'est pas n'importe qui, statistiquement, qui adhère aussi à ces théories du complot. Il y a des caractéristiques socio-économiques. Et donc, souvent, ce sont des gens qui ont des blessures personnelles. Et ces théories du complot peuvent aussi servir à penser des plaies narcissiques. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, pardon. J'avais une idée que je voulais développer, mais
Distance cognitive, oui, merci. Oui, parce que ça me paraît être un élément aussi, j'essaye de tourner autour de la question de la radicalité et des théories du complot. C'est un élément important. Cette résistance que nous avons tous, et tout ce que je viens de dire, encore une fois, ne croyez pas que ce sont des éléments exotiques pour les autres. Nous tous, nous pouvons être frappés par ça. Et Festinger, par exemple, il avait pénétré avec ses étudiants une secte. C'était dans les années 50, enfin la fin des années 40, qui croyait que la fin des temps allait arriver. C'est un livre magnifique qui s'appelle « L'échec d'une prophétie ». Et je l'ai fait republier, je l'ai préfacé d'ailleurs au Presse Universitaire de France, « L'échec d'une prophétie ». Il faut que vous lisiez ça, ça se lit comme un roman. Et d'ailleurs, on en a même tiré un roman, Alison Lurie, qui s'appelle « Les amis imaginaires ». Et ben, le roman est moins intéressant que le livre. Et donc, c'est quoi l'histoire? Je vous spoile pas. C'est un groupe sectaire qui croit qu'il va y avoir la fin des temps, qui donne une date précise. Et là, Festinger et son équipe, ils intègrent cette secte pour voir qu'est-ce qui va se passer quand la date va arriver. Est-ce que du coup les gens vont se dire « Ah bon, on s'est trompé » et ils vont arrêter de croire en ça? Bon, vous vous doutez bien que non. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais avec mes jeunes là dans le centre de Pontourny. Je leur faisais faire un jeu de rôle. Je leur disais le contexte et ils jouaient des personnages donc Marianne Quiche, le docteur Armstrong, il y a toute une série de personnages, je leur présentais leur biographie, et je leur disais, voilà, vous êtes, là c'est la minuit et les extraterrestres n'arrivent pas. Est-ce que du coup vous dites, on s'est trompé, etc. Et ce qui était assez génial, c'est qu'ils avaient compris que s'ils jouaient le rôle de ces personnages, ils n'abandonneraient pas leurs croyances. Ils se disaient, non, mais peut-être qu'on a mal compris les prophéties, on va relire, qu'est-ce que vous faites, etc. Voilà. C'est exactement ça la vraie raison. Mais on peut trouver plein de raisons, en tout cas, qui sauvent leur croyance. Et, en l'occurrence, ils jouaient complètement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout incapables, malgré leur engagement religieux, de comprendre que les croyants tiennent à leur croyance. Et moi, c'est ça mon but. C'est juste qu'ils comprennent certains mécanismes de défendre la croyance. Et quand on le prête à autrui, on l'accepte. C'est pour soi-même qu'on ne l'accepte pas. Mais quand on le prête à autrui, c'est même drôle d'imaginer que les autres sont comme ça. Et puis, tout à coup, c'est ça le but, c'est que peut-être on va trouver une voie pour se dire « Ah, mais moi aussi peut-être un peu », sans que personne nous ait forcé à dire ça. Parce que si je le dis à un jeune « Mais tu crois à tes croyances, etc. », ça ne marchera pas. Donc, entre les premiers doutes et la sortie d'un groupe sectaire quel qu'il soit, mon ancienne étudiante que tu as connue, Bruno aussi, Romy Sauvert, qui a fait la thèse avec moi, qui est maintenant une collègue, a publié un livre qui s'appelle « Croire en l'incroyable », qui est un remarquable livre que j'ai publié au PUF aussi. Et elle montrait qu'entre les premiers doutes et la sortie du groupe sectaire, il y avait entre 6 et 8 ans. D'accord ? Ça vous donne un peu le... Bon, après, ça, c'était des gens qui n'étaient pas aidés du tout, qui étaient tout seuls face à ça. Et maintenant, bien sûr, pour peut-être terminer, entamer un dialogue avec vous, si vous en avez envie, je pense que vous avez des questions, des objections. La situation qu'on vit, elle est particulièrement préoccupante. Parce qu'évidemment que tout ça a toujours été préoccupant, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais cette réalité-là de la crédulité qui est juste dans mon esprit, la crédulité, ce n'est pas infamant, moi je peux être crédule aussi, c'est juste une baisse de la vigilance intellectuelle, la crédulité. Et il y a certaines conditions psychosociologiques ou conditions d'information qui sont de nature à baisser notre vigilance. Et on y est. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La démocratie des crédules », il y a plus de 10 ans, ça, où j'essayais de voir pourquoi un événement, par exemple, comme celui qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis, l'avènement de la présidence de Donald Trump, pourquoi c'était possible, et même presque prévisible d'une certaine façon. Parce que ce à quoi nous sommes confrontés, en plus, c'est une dérégulation massive du marché de l'information. Internet, je ne voudrais pas revenir en arrière, hein, c'est un outil formidable, etc. C'est pas pour être techno-réactionnaire que je dis ça, mais il se trouve que cette dérégulation, elle a plusieurs caractéristiques dont il faut aussi qu'on ait conscience, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure lors de la présentation du jeu de jeunes, d'adolescents, et vous savez que les jeunes s'informent plus sur les réseaux sociaux que n'importe quelle autre classe d'âge. Mais nous, tous, chaque année, nous informons de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les jeunes ont cette caractéristique, jeunes, c'est-à-dire, on va dire 18-24 ans, c'est à peu près ça qu'on veut dire quand on fait de la statistique, c'est cette classe-là qu'on vise. On a des enquêtes sur les plus jeunes, mais elles sont beaucoup plus rares. C'est grosso modo sur des réseaux où l'image prime ou la vidéo prime, c'est-à-dire Instagram et TikTok.
Il faut savoir que sur TikTok, le NewsGuard a montré qu'il y a à peu près 20% de fausses informations. Ce qui est gigantesque, en fait. On ne se rend pas compte, parce que la fausse information, elle est rare, hein, quand même, heureusement. La plupart des choses que vous lisez sur Internet sont vraies. La prochaine heure, moi je sais pas, de la séance de cinéma, la localisation de telle pizzeria, etc. Ça, c'est de l'information. Heureusement, imaginez vivre dans un monde où il y a 20% de tout ce que vous cherchez sur Internet qui est faux. Le problème, c'est pas tant le taux de fausseté que la visibilité de cette fausseté. Et les gens dont on vient parler, c'est-à-dire les plus radicaux, ceux qui sont motivés, c'est-à-dire qui ont un rapport inconditionnel à un contenu de croyance, c'est la deuxième variable que je mentionnais, eh bien, il y a un résultat très solide aujourd'hui de ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, et c'est ce que vous montriez d'ailleurs aussi dans votre rapport rendu à l'Institut Montaigne. Hein. Je pense à M. Elkatni que vous avez entendu ce matin, qui a fait un très bon rapport sur la présence notamment de l'idéologie islamiste, y compris sur les réseaux sociaux, et on voit qu'il y a une survisibilité des plus radicaux. C'est ce qu'on appelle les super spreaders, les super users, c'est-à-dire les super diffuseurs d'informations. 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. Voilà. Et alors, ce n'est pas forcément grave si ce 1% c'est des prix Nobel de physique, etc. Non. En fait, pas vraiment. On a mesuré, alors pour le coup, ça, spécifiquement par exemple sur les réseaux d'anti-vaccination, on n'a pas beaucoup parlé de ça, les anti-vaccins, les vrais anti-vaccins pèsent pas très lourd en fait. Les vrais militants qui ont une page Facebook sur l'anti-vaccination, c'est très très peu, mais par contre ils parlent très très fort. Donc c'est vrai que Internet c'est une démocratisation du marché de l'information, parce que chacun peut parler, mais c'est une démocratie où certains votent 1000 fois tandis que d'autres ne votent jamais. Et ceux qui votent beaucoup, ce sont les plus radicaux, ce qui est logique puisqu'ils sont motivés. Et encore, on est dans une société de droit d'expression, ils ont le droit de s'exprimer. Le problème, c'est nous les laissons faire. Ce que disait John Stuart Mill, le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison. Nous les laissons faire. Et par ailleurs, donc ils ont déjà la crédulité à des bonnes équipes de VRP, hein, de commerciaux. Donc sur le marché de l'information, ils vont placer en tête de gondole ce genre de propositions et les algorithmes les y aident. Parce que n'oubliez pas que les grandes entreprises du net, on va dire, et notamment des réseaux sociaux, des plateformes vidéo, elles ont un business model, généralement c'est gratuit, vous l'avez remarqué, vous connaissez la phrase, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est quoi le produit? C'est notre disponibilité mentale. Eux, ils vont transmuer notre disponibilité mentale, le fait qu'on lise simplement Facebook ou TikTok ou que sais-je, ou YouTube, en capital économique, par le biais de la publicité. Donc le but, c'est que vous restiez le plus longtemps possible. Ils ne veulent pas nous rendre fous, etc. Ils ont juste une intention commerciale. Quoique je devrais parler avec plus de prudence, parce que je pense que Elon Musk qui rachète Twitter, il y a aussi bien sûr une ambition très idéologique derrière ça. Et je crois que l'actualité récente l'a montré indubitablement. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va faire que vous restez longtemps sur les réseaux sociaux? Ce qui va faire que vous allez rester plus longtemps sur les réseaux sociaux, c'est toute une série de passions tristes. La colère, la conflictualité, la peur, etc. De sorte que l'offre d'information s'indexe de plus en plus sur la demande potentielle d'information. Et le barycentre du marché de l'information est en train de dériver vers ces passions tristes. Et même, c'est très documenté. J'écris, pardon, je me cite, mais vous m'avez invité un peu pour ça peut-être. J'ai écrit un livre qui s'appelle Apocalypse cognitive, où j'essaye de détailler ce changement de barycentre, parce que même les journalistes, pour survivre dans ce marché économique, parce que la pression n'a jamais été aussi forte sur ce marché, sont obligés de plus en plus d'indexer leurs chroniques, leurs tribunes, leurs articles sur ces demandes. On change même le titre pour attirer le chaland, comme on change une vitrine, si vous voulez. Alors, tout ça, et encore une fois, c'est que des raisons. Il n'y a pas de mal là-dedans. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de psychiatrie pour le coup. Mais peu à peu, le monde est en train de devenir un peu plus fou, quoi. Et je terminerai vraiment là-dessus, et ensuite, si ça vous va, on entame un dialogue. Donc, il y a, je ne peux pas être exhaustif sur toutes ces questions, il y a les super spreaders qui comptent, mais il y a aussi le fait que ces propositions qui relèvent de la crédulité, elles vont plus vite. Elles sont plus spontanément acceptables, dans certains cas, par notre cerveau social. Et donc, non seulement ils ont des bons VRP, ils ont une équipe de commerciaux qui est très efficace, mais en plus, ils font une sorte de marketing cognitif
qui fait que leur proposition va retenir notre attention, parce qu'elle est fondée éventuellement sur la conflictualité et la peur, mais aussi sur des modes d'argumentation qui sont très intuitifs. Il a été dit, il y a toute une série de biais qui nous attendent au coin du chemin. Notre cerveau, c'est un outil formidable, mais qui, dans certains cas, déconne systématiquement. L'exemple le plus banal et le plus neutre, c'est celui des illusions d'optique. Vous activez le cerveau avec une image et la réponse psychique, elle est fautive. Vous avez beau savoir qu'elle est fautive, vous continuez à avoir cette illusion d'optique. Il y a des formes d'illusions mentales, intellectuelles. Alors, je vous ai parlé du CRT, le Cognitive Reflection Test, sont justement 3 tests comme ça, 3 questions qu'on pose qui sont des petits problèmes de logique. Je vais vous en faire un pour que vous voyez à quoi ça correspond, mais je suis sûr que vous le connaissez parce qu'on est obligé maintenant de changer le test parce qu'il est trop connu. Mais il n'était pas si connu jadis. C'est par exemple le problème de la balle de baseball et de la batte de baseball. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je vous le fais vite fait. C'est une balle de baseball et une batte de baseball, d'accord ? Les deux ensemble valent 120 €. D'accord ? Si on additionne les deux ensemble, ça vaut 120 €. La batte de baseball vaut 100 € de plus que la balle. D'accord ? Donc on se demande combien vaut la balle. D'accord. Et beaucoup de gens, votre intuition vous conduit à peut-être penser que c'est 20 €. D'accord. Et ça, c'est pas possible, hein, puisque si la batte vaut 20 €, la balle, qui vaut 100 € de plus que la balle, la batte, qui vaut 100 € de plus que la balle, vaut 120 €, parce qu'elle vaut 20 €. 120 plus 20, ça fait 140. Le compte n'est pas bon. D'accord. Donc, vous voyez, c'est assez contre-intuitif. Et donc, en fait, la bonne réponse, d'ailleurs je ne l'ai plus en tête parce que j'ai changé les données. C'est 110, pardon, voilà ça. Les deux ensemble valent 110 € et donc la batte vaut 100 € de plus que la balle. Donc si vous raisonnez comme ça sans trop vous poser de questions, vous allez dire c'est 10 €. Mais 10 € c'est pas possible parce que ça veut dire que la batte vaudrait 110 €. Donc 110 plus 10 égale 120 et c'est pas les données. En fait la bonne réponse c'est 5 €. Et c'est très contre-intuitif. Mais si vous réfléchissez, bah oui, la batte vaut 100 € de plus, donc la balle vaut 5 €, la batte vaut 105 €, 105 plus 5 égale 110. Et il y a toute une série de biais cognitifs comme ça qui nous attendent. Moi, j'adore quand je parle souvent à des médecins, tu as dit que j'étais membre de l'Académie nationale de médecine, c'est vrai, et j'aime bien leur dire ça aux médecins, je leur dis, alors, chers collègues, voilà, il y a une maladie qui touche une personne sur 1000 dans une population. C'est un énoncé assez banal. Elle n'est pas donc très fréquente, mais elle n'est pas non plus rarissime. Une personne sur 1000, et vous avez un test de détection. Normal, je ne sais pas, par exemple pour la Covid, on faisait un test de détection, et vous savez qu'il est efficace à 95%. D'accord ? Ça veut dire que vous allez avoir 5% de faux positifs. Et encore, je vous aide un peu. Donc, quelqu'un fait le test, vous faites le test, et vous êtes positif au test. Quel est le pourcentage de chances que vous soyez vraiment malade ? Sachant que le test, encore une fois, il a une efficacité de 95% et qu'il y a une personne sur 1000 qui est malade. Toi, tu es médecin, alors tu dis faut pas que je réponde à ça. Quand on l'a fait passer auprès de médecins, il y avait une majorité qui disait 95%. Le test est efficace à 95%, peu importe la prévalence de la maladie dans la population, c'est 95% d'être malade. C'est fou. En fait, le vrai résultat, c'est 2%. C'est 2%. C'est ce qu'on appelle la loi de Bayes, une loi de probabilité conditionnelle. Bon, j'avais dit que je ne parlais pas du tout de maths, pardon. Mais vous allez comprendre, c'est très simple. Hein. Il me dit, vous allez comprendre. Il y a une personne sur 1000 qui est malade, d'accord, dans la population. Donc il y a un vrai positif sur 1000. Mais le test, il a 95% d'efficacité. Donc ça veut dire qu'il y a 5% de faux positifs. Sur 1000, ça veut dire qu'il y a 50 faux positifs pour un vrai positif. De sorte que si vous faites un test et que vous êtes positif, vous avez qu'une chance sur 50 d'être vraiment atteint par la maladie, soit 2% de chance. Et pas du tout 95%, comme on le croit. Bon, alors vous imaginez, bref, il y en a plus de 150 de biais cognitifs qui ont été identifiés dans la littérature. Bon, voilà le problème, c'est que ces théories du complot, je ne vais pas y revenir parce qu'il a été excellemment montré dans la première partie, ces théories du complot, elles peuvent compter donc sur toute une série de variables, paramètres psychosociaux, je l'ai dit, ce n'est pas juste des biais cognitifs, les théories du complot, mais elles peuvent aussi
de même que la radicalité religieuse, compter sur des propositions qui vont dans le sens de nos attentes intuitives, en particulier sur la question du hasard. J'ai fait même un livre qui s'appelait Les coïncidences, nos représentations du hasard, parce que ça m'a paru un thème tellement important que j'ai essayé de décortiquer toutes les erreurs qu'on peut faire pour penser les questions du hasard. Donc en fait, ces propositions crédules, elles vont aussi beaucoup plus vite sur un marché dérégulé parce qu'elles vont dans le sens de nos attentes spontanées. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois, la littérature mondiale qui a commencé à produire massivement à partir de 2016. Parce que ça se fait aux États-Unis, c'est pas une coïncidence. C'est la première élection de Trump. Là, les collègues commencent à paniquer et se dire c'est un vrai sujet. Moi, j'ai publié La démocratie des crédules, c'était en 2013. Il y a un autre livre, L'Empire des croyances, en 2003. Donc, comme je travaillais là-dessus, j'ai été, disons, peut-être très attentif tout de suite à ce qui surgissait. Puis ensuite, c'est devenu un objet vraiment mondial de recherche. Et ce que montre la recherche, c'est que la variable qui est la plus prédictive du fait de croire en des choses fausses, de partager de la fausse information, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. Une autre définition de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la baisse de la vigilance intellectuelle. Je préfère ce terme, mais sinon on parle effectivement d'avarice cognitive. Fisk et Taylor parlaient d'avarice cognitive, ouais, parce que la pensée analytique, elle est plus coûteuse en fait, en termes d'énergie du cerveau. C'est du glucose, hein, tout simplement. C'est notre organe qui en consomme le plus. C'est un peu la monnaie. C'est un peu l'équivalent de l'euro pour le cerveau. Et donc, penser de façon analytique, c'est un investissement énergétique qui est beaucoup plus fort. Donc c'est normal qu'on ne soit pas toujours sous mode analytique, parce que l'espèce aurait disparu. Hein, heureusement qu'on se fie dans un certain nombre de cas sur nos intuitions. Ouais, mais c'est de ça dont va profiter les flux de crédulité pour nous tromper, en réalité, dans certains cas. Alors, pour finir tout à fait, là c'est promis, je finis. Pourquoi est-ce que je suis si inquiet, même si quand même en Europe, nous vivons pour l'instant peut-être dans un des endroits le plus protégé au monde. Ça va vous sembler paradoxal parce que vous devez en lire des âneries sur les réseaux sociaux comme vous, comme moi, mais c'est quand même un des endroits les plus protégés au monde concernant la fausse information. On a ce qu'on appelle le Digital Services Act, le DSA, qui est extrêmement contraignant, possiblement. C'est 6% du chiffre d'affaires en amende si ces grands réseaux ne montent pas patte blanche. Je sais que c'est loin d'être parfait et loin d'être suffisant, mais que penser de la situation états-unienne à l'heure actuelle? Je ne parle pas seulement de l'élection de Donald Trump, je parle de ce qui arrive à mes collègues, c'est-à-dire à des gens comme moi. Je dis qu'en 2016, les collègues états-uniens ont commencé à s'intéresser à ces questions. On avait à Stanford University, une des grandes universités qui est en Californie, le plus grand observatoire des fausses informations au monde. Et cet observatoire, il a fermé il y a quelques mois. Pourquoi ? Sous les coups de boutoir des procès qui lui ont été faits par les républicains. Pourquoi ? Parce que les républicains, aux États-Unis, diffusent plus de fausses informations que les démocrates. C'est vrai un peu dans tous les pays. On a fait une étude avec Florent Cafiro et Laurent Cordonnier, qu'on a publiée dans Social Science Information, sur 22 pays, seulement sur les théories du complot. Et en fait, on a des arcs politiques. C'est-à-dire que la fausse information, elle n'est pas équirépartie dans le spectre politique. Je ne veux pas faire de politique ici, mais globalement, c'est un fait scientifique. On ne peut pas dire le contraire. C'est plus présent à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Mais beaucoup plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. C'est pour ça qu'on parle de courbe en J. Hein, d'accord ? Donc là, aux États-Unis, on retrouve le même phénomène, bien sûr. Pas tous les républicains, mais les républicains qui sont proches de Donald Trump, du mouvement QAnon, etc., dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un mouvement très conspirationniste. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont considéré que la recherche, vous allez voir, c'est une inversion, là c'est un biais cognitif aussi, une inversion incroyable de la causalité. Ils ont dit c'est la preuve que la recherche est déloyale et politiquement motivée. Parce que comme par hasard, ils trouvent que c'est les républicains de l'aile trumpiste qui partagent le plus de fausses informations. C'est un fait. Mais eux, ils ont inversé l'argument. Et ils considèrent du coup que c'est une violation du premier amendement. Et Donald Trump, donc il y a des procès. Moi, j'ai des collègues qui se sont fait saisir leur ordinateur. Demain, ça peut m'arriver. Oui. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir politique là, de ce qui va se passer en France. Il y a une vidéo de Donald Trump qu'a repartagé Elon Musk il y a quelques jours, qui annonce tout simplement qu'il va criminaliser toute forme de régulation
du marché de l'information. Régulation, ça ne veut pas dire comment dire, bâillonner les gens, etc. Moi, j'ai toujours dit publiquement que je ne suis pas pour la censure. C'est pas à ça qu'il faut réfléchir. Je ne suis pas pour interdire les complotistes de parler. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Par contre, il faut s'interroger sur la visibilité de leur discours. Il n'est pas normal, c'est un collègue qui a montré ça en 2019 par exemple, que lorsque c'est plus le cas, je crois qu'ils ont rectifié le problème, mais en 2019, quand vous preniez YouTube et que vous aviez envie d'avoir des informations sur le climat, vous tapez climat, etc., enfin différents mots, vous tombez sur plus de 50% de vidéos climato-sceptiques. Encore une fois, peut-être que ça va vous choquer, mais je ne suis pas pour la censure des climato-sceptiques. Je ne suis pas pour les empêcher de parler, qui développent leurs arguments, etc. C'est la science, éventuellement. Généralement, ce n'est pas des scientifiques, mais peu importe. En tout cas, ce serait très dangereux, par exemple, en science, de vouloir museler des minoritaires. Il ne faut jamais faire ça, à mon avis. À court terme, on y voit l'intérêt. À long terme, on va payer un prix qui va être très excessif. Moi, j'ai plutôt indiqué sur qu'on réfléchisse collectivement à la visibilité. Si ces gens-là représentent, par exemple, on le sait, il y a plus de 95% des articles sur le climat qui démontrent l'existence du réchauffement climatique et de l'action de l'homme. Donc ça veut dire 5% de gens. Il ne faut pas qu'ils pèsent plus de 5% de visibilité. Ou en tout cas, s'ils pèsent plus de 50%, c'est que l'urne est truquée. Donc c'est une présentation déloyale. Vous voyez, il ne s'agit pas de revenir sur la liberté d'expression. Mais je pense que l'usage inconditionnel, il y a une forme de radicalité là-dedans aussi, de la revendication de la liberté d'expression peut être vite fait la pire des tyrannies. Il suffit de lire Thomas Hobbes et le Léviathan pour s'en rappeler. N'oubliez pas que dans un espace social, s'il n'y a pas des lois qui enchaînent en partie la liberté des autres, c'est la pire des dictatures. Si, par exemple, quelqu'un peut décider de jouir de votre corps parce que c'est sa liberté, on va où comme ça ? C'est la même chose pour la question de l'expression. Tout le monde est bien sûr, je pense, sauf des expressions qui sont interdites par la loi, c'est un autre cas, c'est une forme de régulation, on peut en discuter, mais en tout cas, nous sommes quand même dans des espaces relativement libres, contrairement à ce que disent ces gens, la preuve, ils peuvent s'exprimer, mais en revanche, on a le droit de s'interroger sur les déséquilibres de visibilité qui sont la conséquence de l'activité des super spreaders. Je l'ai dit aussi, c'est en partie à cause de nous, c'est en partie à cause de l'algorithmisation de l'information, mais il y a peut-être un peu de régulation vertueuse, donc une information plus loyale. Je vous laisse ça à votre évaluation. Merci. Merci beaucoup Gérald. On est parti de l'individu et les éléments, on va dire, personnels, intimes de l'individu jusqu'à la question globale de la régulation de l'information à l'échelle mondiale. Et je trouve que ça illustre bien la complexité dans laquelle nos discussions, nos actions nous mènent régulièrement, que ce soit en équipe ou que ce soit quand on est avec un jeune qui va nous parler qui peut nous parler à la fois de son vécu intime, personnel, de son enfance, des déterminants, tu le dis, psychosociaux, qui ont pu l'amener avec certaines crédulités à adhérer à certaines croyances. Cette mise en sens dont tu parles très bien, qui est, il me semble, aussi notre ADN. Nous, psy, qui ne faisons pas que de la psychiatrie des maladies, mais qui nous attachons à aller mettre du sens sur le parcours individuel des personnes et de leurs proches, de leur famille. On intègre tout ça, bien sûr, dans leur premier groupe. Et c'est peut-être ma première question, la question du groupe. J'ai l'impression que c'est en toile de fond ce dont tu nous parles, que ce soit les premiers groupes de rencontres de l'enfant, de l'adolescent, quittant sa famille, l'influence éventuellement de la famille, des premiers liens d'attachement de l'enfant, les groupes de père à l'adolescence, tu en parles beaucoup dans ton dernier livre, l'influence de la relation à ses premiers, aux amis, et puis la question du groupe social qu'on va plus ou moins fréquenter à travers les réseaux sociaux, et ensuite les groupes politiques. Et à travers ces groupes, la première question qui me vient, c'est faut-il qu'il y ait un leader dans ce groupe pour que ça fonctionne de cette façon-là ? Le leader, c'est la figure du gourou dans les sectes que tu as rencontrées, dont tu nous décrivais tout à l'heure la puissance de fascination qu'il pouvait exercer. Mais c'est également, tu parlais de Trump. Et est-ce que c'est une figure nécessaire ou est-ce que ça peut fonctionner même sans ?
c'est une question très profonde que tu me proposes. Alors d'une part, je ne l'ai pas assez dit, mais c'est un élément très important. Oui, bien sûr, la dynamique de groupe est aussi fondamentale dans les processus de radicalisation. On a très peu d'exemples dans l'histoire d'individus qui soient radicalisés tout seuls. Il y a le Unabomber, c'est un des exemples qu'on donne, mais c'est extrêmement rare. Alors tout seul, ça ne veut pas forcément dire tout seul... ça ne veut pas forcément dire que la proximité des autres, elle est géographique. Justement, c'est ça qui a changé aussi les mondes numériques. On peut se radicaliser en ligne, il y en a des exemples, tout simplement parce qu'on peut avoir l'impression qu'on appartient à une communauté. Et ça, on a tous besoin d'appartenir à une communauté. Alors, est-ce que le phénomène de leader est obligatoire? Je dirais qu'il est mécanique, il est automatique. Il n'y a pas de groupe humain qui s'organise sans que des hiérarchies, en quelque sorte, s'organisent implicites. Il ne s'agit pas forcément de le désigner comme un leader, mais qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, toute forme d'interaction dans un groupe va dégager des gens, par exemple, qui parlent mieux que les autres, qui ont plus de confiance en eux, etc. Mais c'est vrai que dans une certaine sociologie, on va dire traditionnelle, on insiste beaucoup sur les origines des parents, sur l'influence des parents, etc. Et on a raison, c'est important, bien sûr, le milieu familial. Et on insiste beaucoup moins sur l'influence des pères. Or, je pense que l'influence des pères, elle est absolument gigantesque. Il y a des très beaux travaux aux États-Unis qui ont été faits sur ce sujet, sur un sujet qui est totalement différent, mais à propos des accents. On s'est aperçu que les jeunes d'origine dite hispanique, là-bas, continuaient à avoir l'accent hispanique de génération en génération. Ils avaient beau vivre aux États-Unis, ils continuaient à parler l'anglais, l'américain, avec ce qu'eux, ils appellent un accent hispanique. Bon. Mais ce n'était pas le cas des russophones. Les parents russophones, ils ont un accent, et les parents, les enfants, puis les petits-enfants perdaient leur accent russe. Pourquoi? On est bien dans la même situation. Tout simplement, c'est tout bête, mais c'est parce que les hispanophones avaient tendance à se fréquenter entre hispanophones, de sorte qu'il y avait une reproduction des tics de langage, des modes de langage, alors que les russophones, eux, s'intégraient, se socialisaient beaucoup moins avec des pères russophones. C'est vous montrer l'influence des pères. C'est donc pas l'accent des parents qui va déterminer votre accent, c'est plutôt l'accent des gens que vous fréquentez, votre façon de parler, etc. Donc c'est extrêmement important et l'humanité a besoin de ça, on a besoin de pères. La question c'est, parce que c'est fondamental, l'identité des pères, parce que c'est ça qui va vous positionner en ce qu'on appelle le in-group et le out-group, c'est-à-dire qui est avec vous et qui est contre vous. Alors, ça peut mener chez les ados à des bagarres entre bandes, etc., par exemple. Mais ça peut mener aussi, si la définition de votre in-group, c'est une variable religieuse ou c'est une variable idéologique ou une variable politique, à stéréotypifier les autres. C'est-à-dire, si vous commencez à stéréotypifier les autres, c'est-à-dire que vous allez les considérer comme un groupe homogène. Et c'est un premier pas vers la déshumanisation de ce groupe. C'est-à-dire que vous allez prêter à ce groupe des formes d'intentionnalité malveillante, etc. Et ça va vous autoriser, par exemple, à user, je parle pour les cas extrêmes, à user de violences dont vous allez considérer qu'elles sont l'expression du bien, encore une fois. En aucun cas, vous allez vous dire que vous faites le mal. Vous faites le bien parce que peu à peu, ce groupe a été déshumanisé parce que vous lui prêtez des traits psychologiques typifiés, stéréotypifiés. Et donc, on le voit dans le cycle du terrorisme, souvent, et on l'a vu d'ailleurs, y compris en France, les premiers qui sont touchés sont les représentants de l'ordre. On va faire une agression, par exemple, d'un policier, d'un avocat, d'un juge, d'un journaliste, d'un homme politique, etc. Puis peu à peu, et ça, on avait vu ça aussi dans le cycle de la violence terroriste anarchiste à la fin du 19e siècle, peu à peu, personne n'est innocent. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un discours d'homogénéisation de la population. No one is innocent. Et c'est tout à fait stupéfiant, parce que je l'ai fait pour la pensée extrême. Vous comparez la lettre d'un anarchiste qui avait mis une bombe dans un bar, si vous voulez, qui s'appelait le Terminus, ce bar, à Paris au 19e siècle, et la lettre qu'a envoyée Ben Laden à l'Amérique, la fameuse lettre à l'Amérique de Ben Laden après les attentats du 11 septembre, c'est exactement la même argumentation. Pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes idéologies. Oui, et c'était un parallèle qui avait été fait également avec les lettres des brigadistes dans les années 30 qui étaient partis en Espagne, et on les a comparées avec les lettres des jeunes qui étaient partis en Syrie. Des lettres adressées à leurs parents. J'ignorais, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant.
Et c'était le discours était pareil, très similaire. On changeait juste Espagne, Syrie, on changeait la doctrine, mais il y avait cette même revendication de pureté, de je suis désormais moi un porte-drapeau plus légitime que toi qui a abandonné les valeurs qui sont pourtant notre identité familiale à l'époque prolétarienne, là identité religieuse. Mais vraiment la façon de s'adresser aux parents était très similaire à quasiment un siècle d'écart. Ouais, c'est intéressant. Ce que tu disais sur cette polarisation des groupes, c'est exactement l'introduction. Vous vous rappelez qu'on a eu ce matin par Sébastien Dupont. Je trouve que ça fait un parallèle, un pont incroyable. C'était pas préparé, hein. Mais vous voyez que ça nous ramène toujours à ces mécanismes qu'on a décrits tout le long de la journée. Je pense que c'est le moment de vous laisser la parole. Bonjour, merci de votre intervention. Vous dites on peut faire des choses folles sans être fou. Et heureusement, parce qu'il y a bien des grands philosophes, des écrivains qui sont passés par de la psychiatrie, qui ont pondu des livres. Je citerai Artaud, Pier Paolo Pasolini et bien d'autres. Et puis il y a d'autres qu'on a traités de fous parce qu'ils ont essayé de trouver la raison. Ils ont essayé de défendre la science et ils ont été pendus, de Giordano Bruno, et qui a dit enfin, et pourtant elle tourne, en parlant de la Terre. J'ai envie de vous poser deux questions. La première est en lien avec se croire qui aide à exister, qui est notre identité. Et finalement, quand on agresse cette identité, on agresse cette théorie du complot auquel la personne croit. À votre avis, qu'est-ce qui fait le point de bascule? Qu'est-ce qui fait que cette personne, finalement, ne reste pas juste dans sa théorie et agresse l'autre et passe à l'acte? Deuxième question, nous, la société, vous dites, il y a des choses qui se passent, ces personnes sont visibles, alors ils ne font que 20%. Et puis, nous, on est là à regarder. Nous, on est là à regarder, à les laisser faire. Est-ce que vous pensez que nous sommes rentrés dans une banalisation du mal, comme le décrit Hannah Arendt dans son livre sur le totalitarisme? Est-ce que nous sommes rentrés dans une paresse intellectuelle et qu'on n'a plus envie de se battre, alors que c'est la raison d'être? Ok, merci de vos questions qui sont très 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 larges. La première en particulier, oui, on est tous des êtres de croyance en fait. Hein. La croyance, c'est un rapport de négociation intellectuelle avec le monde. On est des êtres cognitifs, on a besoin de narration, des êtres très narratifs. On a besoin de narration pour comprendre le monde, pour s'y déplacer, pour négocier en quelque sorte. Et ça, c'est normal. En fait, l'état de connaissance, il est extrêmement rare. Même d'ailleurs, c'est normal, c'est le développement des sociétés de la connaissance. Plus une société accumule de la connaissance, des savoirs, moins il est possible pour un individu de connaître le tout de ce savoir. C'est-à-dire la part de ce que je vais maîtriser en tant qu'individu, elle va être de plus en plus faible par rapport à la part de ce qu'on maîtrise en général. Et vous voyez, le paradoxe, c'est qu'on est dans des sociétés de haut niveau de qualification, et donc il faudrait absolument avoir confiance. Je crois j'ai dit au réchauffement climatique, mais en fait je ne suis pas allé chercher le dossier, j'y crois, parce que je pense qu'il y a une communauté sérieuse de scientifiques qui sélectionnent les idées, qui ont testé des choses, etc. Mais si je commence à ne plus croire à l'autorité de ces individus, il y a un dérèglement des mécanismes de la conscience qu'on observe. Alors, encore une fois, donc j'ai dit comme préalable qu'on est tous des croyants, mais par exemple, moi je crois par délégation. Je crois au réchauffement climatique par délégation. Je crois à la physique quantique ou je sais pas quoi par délégation. Bon, moi je suis sociologue et même je maîtrise même pas tout de la sociologie, loin s'en faut. Parce que voilà, c'est la division intellectuelle de la connaissance. Et alors, qu'est-ce qui fait basculer? Malheureusement, il y a plein de variables. Chercher la variable, le monocausalisme, ça, je laisse ça à l'idéologie. L'idéologie, la caractéristique, c'est qu'elle explique le monde en recrutant une variable qui est d'ailleurs impliquée souvent. C'est pour ça que c'est très difficile de démentir un idéologue, parce qu'il n'a pas, ou elle n'a pas forcément tort. La variable est impliquée, mais pour quelle part de la variance du phénomène qui nous intéresse? Et quand on parle de phénomènes sociaux, pardon, mais la plupart du temps, c'est saupoudré de paramètres.
J'ai jamais vu un phénomène social qui s'expliquait grâce à un paramètre. Et quand on fait un peu de stats, je sais pas si il y a quelques statisticiens là dans la salle, mais quand on fait un peu de stats, on mesure la part de la variance, par exemple, d'un phénomène qui explique telle ou telle variable. En sciences sociales, quand on arrive à avoir 20 ou 30% de la part de la variance expliquée par un paramètre, c'est énorme. Vous pouvez publier dans les meilleures revues. Bon, donc les phénomènes sociaux sont des phénomènes qui sont éminemment plurivariables, ce qui devrait nous rendre humbles déjà en tant que chercheurs en sciences sociales. Et donc, j'aurais pas la prétention de vous exhiber toutes les variables, c'est ça que je veux dire, elles sont trop nombreuses. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'en effet, par le fait de percevoir une situation comme anomique, c'est-à-dire la perte de structure, avoir l'impression que soi-même, notre vie nous échappe. Si par ailleurs, vous fréquentez en plus des communautés numériques qui sont des communautés pleines de colère, etc., qui vous font des propositions qui en plus vont dans le sens de votre sensibilité, ça forme quand même des variables qui sont assez prédictives. Et ces gens-là dont on parle, il y a de tout, comme je vous l'ai dit, mais ils ont quand même des caractéristiques qui ne sont pas écues réparties dans le champ politique, il y a quand même des caractéristiques dont je ne répondrai pas. Je dirais que c'est un ensemble souvent de variables, même si pour certains, il suffit d'une variable pour les faire basculer. Ça, c'est OK. Et la deuxième question, je ne me souviens plus déjà. Non, je ne pense pas que nous soyons plus paresseux intellectuellement que par le passé. De même que je ne crois pas que nous soyons plus crédules que par le passé. Moi, je suis très méfiant sur la théorie là, de la post-vérité, la post-truth society dont vous avez entendu parler. OK, ça dépend ce qu'on entend par là. Mais si on veut dire par là que les gens sont devenus indifférents à la vérité, je ne suis pas d'accord. Parce que tous les gens dont on parle là, ils croient détenir la vérité. Ce n'est pas qu'ils sont indifférents à la vérité. C'est simplement qu'ils pensent détenir la vérité. Donc en fait, c'est pas qu'on est plus crédule qu'avant, c'est que les conditions du marché de l'information ont été révolutionnées, il n'y a pas d'autre terme. Je crois qu'on n'a pas encore intégré la révolution dans l'histoire de l'humanité que les 20 dernières années ont constitué. Et c'est pas fini du tout. On n'a pas du tout parlé d'intelligence artificielle, chose qui m'intéresse beaucoup, sans en être spécialiste, mais qui va avoir un impact très important sur toutes les questions dont on parle. Simplement, personne n'est capable de dire aujourd'hui ça va avoir un impact positif ou négatif, parce que les deux peuvent se défendre. Négatif, c'est évident, parce qu'il y a des armées maintenant de comptes qui sont des comptes insincères, qui en fait sont animés par des bots malveillants, et qui dorment et qui sont extrêmement réalistes maintenant parce qu'ils sont animés par des grands modèles de langage, genre ChatGPT, etc., qui sont des IA génératifs, qui sont extrêmement performantes, qui passent le test de Turing, ce qu'on appelle le test de Turing allègrement, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à distinguer si vous êtes face à une IA ou pas. Donc ça, ce sont des armées malveillantes qui vont être activées par ingérence étrangère. Donc ça, c'est très très inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est ce que la théorie de l'Internet zombie, vous allez avoir plus d'interlocuteurs robotiques que humains sur les réseaux sociaux. Et vous ne saurez plus à qui vous avez affaire. Donc ça va totalement déréguler ce qu'on appelle le calibrage social, l'échantillonnage qui nous permet d'avoir une représentation du monde. Mais d'un autre côté, il y a d'autres collègues aux États-Unis qui ont utilisé des IA pour faire du debunking. Et le problème du debunking, souvent, ça ne marche pas très bien, je vous l'ai dit, parce qu'on résiste, mais surtout parce que ce n'est pas personnalisé. Vous balancez des arguments très généraux à quelqu'un, il dit ouais mais non, c'est pas tout à fait ça que je crois moi. Alors que j'ai pas évoqué ça, mais c'est une des grosses choses sur lesquelles j'ai insisté ces dernières années, c'est que les croyants, les conspirationnistes en particulier, ils vous écrasent. C'est pour ça que c'est pas qu'on est feignant, c'est qu'on est écrasé par les arguments. C'est ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs. Par exemple pour Charlie Hebdo, j'avais pu mesurer que le premier jour, il y avait déjà 27 arguments en faveur du théorie du complot, et 4 jours plus tard, il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Donc si vous n'avez pas que ça à faire de votre vie, vous allez lâcher l'affaire. Vous allez dire... Et donc, du coup, vous allez psychiatriser l'autre. Vous allez dire, ouais, t'es cinglé. C'est une façon aussi de ne pas rentrer, de ne pas donner l'énergie. Mais ce qui est génial, c'est que l'IA, elle s'en fout. Elle a le temps. Elle a le temps, elle lâche pas l'affaire, elle va aller chercher les arguments personnalisés, etc. Et ça marche. Un peu, et la très bonne nouvelle, durablement. Pas énorme, on n'est pas sur des tailles d'effets qui sont très très fortes, là je dis aussi pour les statisticiens, donc on n'est pas sur des tailles d'effets très fortes, mais on a quand même une baisse de la croyance conspirationniste. Les gens restent conspirationnistes, mais ils le sont moins forts,
Et un mois après, quand on les teste, ça a demeuré. C'est ça, en fait. Le grand enjeu, ce qu'on n'arrive pas à faire, y compris, alors j'espère, avec le jeu qui nous a été présenté tout à l'heure, etc. Anything goes, là, il faut que chacun essaye de trouver des trucs et puis fasse remonter. Surtout, il faut recruter les données parce que sinon, ça ne sert à rien qu'on fasse des expériences. Il faut normaliser les données, les standardiser, faire remonter vers les chercheurs et on va regarder ce qui marche. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, personne n'a encore tout à fait la bonne nouvelle. Mais ce qu'on n'arrive pas à faire, en tout cas, c'est le transfert de compétences. C'est facile, hein, on appelle ça primer, d'amorcer les individus avec la pensée analytique. Par exemple, ça c'est fait en laboratoire, vous prenez des jeunes, vous leur faire faire toute une série de tests logiques, et après vous leur demandez s'ils croient à ceci ou cela, vous allez voir qu'il y a un taux de réponse qui est plus faible que ce qu'ils auraient donné sans cet amorçage analytique. Mais ça ne reste pas. C'est comme de l'eau. Une semaine après, il n'en reste plus rien. Donc on n'arrive pas à faire le transfert pédagogique. On se dit... Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est une révolution pédagogique. Et donc, tout le long, moi j'ai essayé aussi d'argumenter dans ce sens, tout le long du temps pédagogique, dès la maternelle, on commence à injecter de la pensée méthodique, etc. Mais en fait, c'est un pari, on ne sait pas si ça va marcher. Alors que, on a des raisons de le croire, mais c'est une croyance. On ne sait pas, scientifiquement, on n'est pas sûr de faire ce transfert de compétences. C'est ce qu'on espère, c'est à ça que sert l'éducation. Mais par contre, mine de rien, les collègues, avec leurs IA, elles ont réussi à obtenir apparemment un effet durable. Il faudrait voir dans un an si ça dure, mais n'empêche qu'au bout d'un mois, ce qui est déjà pas mal en termes expérimentaux, il y a un effet longitudinal. Donc l'histoire, elle n'est pas terminée. Quelqu'un d'autre, peut-être ? En attendant que quelqu'un se décide, je me disais en t'écoutant que ça nous donne aussi des pistes dans nos actions concrètes auprès des jeunes. Je reviens toujours à ça, hein. C'est un peu mon quotidien. Les accompagner régulièrement, dans la durée, ça on sait le faire. Les questionner de façon longitudinale sur leurs expériences de vie présentes, mais également passées, et les projeter dans l'avenir, ça on le fait. Ce qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est de les mettre en groupe. J'entendais la part du collectif, les mettre en groupe et leur proposer en groupe d'aller questionner justement leurs modalités de croyance. Alors pas frontalement sur celles qui peuvent poser souci, mais indirectement, c'est ce que tu disais. C'est un peu l'expérience qu'on avait pu faire en détention, mais c'est peut-être quelque chose à réaliser plus fréquemment, plus systématiquement, avec les jeunes qu'on accompagne, mais aussi dans la Prève. Tu parlais de l'éducation nationale, mais de les amener collectivement à interroger leurs modalités de croyance, de pensée. Et tout en, ça c'est un point essentiel que j'ai entendu aussi dans ce que tu disais, en leur donnant la sensation d'être acteurs de ce qu'ils font. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est essentiel pour nous tous, c'est bien sûr de mettre du sens sur notre vie, pourquoi on est là et quel est le sens de ce qu'on fait. D'ailleurs c'est la question qui nous pose tous, hein, mais pourquoi on vit finalement, s'il n'y a pas une grande puissance qui nous dicte. Mais l'autre chose, c'est qu'ils se sentent agents, qu'ils aient ce sentiment d'agentivité dans leur vie. Et beaucoup de ces jeunes gens ont un vécu subjectif d'avoir été passivés, soit par de la violence, soit dans les violences individuelles, personnelles, ou vécues collectivement. Et leur donner cette sensation de pouvoir enfin se réaliser autrement qu'à travers soit une croyance totale ou un passage à l'acte violent sur quelqu'un d'autre, mais en réalisant quelque chose avec des émotions, on entendait, positives, plutôt qu'à travers des émotions négatives, colère, haine, et ainsi de suite, peur. C'est peut-être des pistes de travail qu'on doit poursuivre. Alors voilà, est-ce que quelqu'un du coup a une question ? Ou une remarque. Ou une remarque, oui. Une bonne idée. Bonjour, donc moi en fait ma question elle est très folle, mais est-ce que vous pensez qu'on peut éviter Idiocratie ? J'en sais pas plus que vous en fait, c'est ça la réponse la plus raisonnable. Je suis pas Tirésias, je vois pas dans l'avenir. Mais pour être tout à fait honnête, quand j'ai écrit, je l'évoquais tout à l'heure, La démocratie des crédules, ça date de 2013, j'ai été attaqué, hein, mais c'est normal, c'est le jeu du débat intellectuel. On me disait, grosso modo, une des critiques, c'était que c'était une panique morale, j'exagérais, etc. Mais moi, je dis, j'exagère rien. C'est une dystopie.
De même que la démocratie de la connaissance est une utopie. Il y a un bras de fer entre cette dystopie et cette utopie. Je dis pas que ça va survenir, mais aujourd'hui, c'est même plus une dystopie, enfin c'est une actualité. Il suffit de regarder, les annonces faites par Donald Trump en termes de nomination en matière de santé publique. Je ne sais pas si vous voyez un peu, je ne veux pas politiser encore une fois mon discours. Et donc, je ne vois pas dans l'avenir. Franchement, je ne suis pas plus compétent que vous, j'en sais rien. Il y a des forces qui vont dans le bon sens, des forces inverses. D'ailleurs, en plus en sociologie, je suis plutôt sensible à une sociologie non déterministe. Je ne crois pas du tout que l'histoire se répète, je ne crois pas qu'on puisse la prédire, je ne crois pas à l'historicisme, aux théories de l'histoire, aux lois de l'histoire, je ne crois pas à ça. Mais je dis bien je ne crois pas, je ne sais pas. C'est pas du savoir, c'est de la croyance. Donc je ne sais pas du tout, mais si vous me demandez pour pas trop éluder quand même votre question, moi je suis très inquiet. Là, voilà. Ouais. Je me permets, ça fait, je crois, au moins 2 fois que vous dites « je ne veux pas politiser mon discours ». Vous avez parlé 2 fois des États-Unis et de Donald Trump. Il me semble qu'on a vécu quand même, nous en France, un épisode assez sensible au mois de juin dernier, qui a obligé, je pèse mes mots en disant obligé, ou en tout cas qui a fait que bon nombre de professionnels ou de responsables institutionnels se sont crus obligés de réagir, de communiquer, au minimum d'appeler à voter, sans forcément dire, on a parlé ce matin, pour ou contre qui. Mais quand on dit, il y a un moment où finalement on est trop nombreux à laisser dire, à ne pas occuper une place que peut-être on devrait occuper. Ça pose quand même, je trouve, de plus en plus cette question de quelle est la place des professionnels dans un certain nombre de métiers soi-disant soumis à des formes de neutralité. On en a débattu, nous, hier en équipe. Il y a aussi, il me semble, quelque chose qui bouge de plus en plus de ce côté-là. J'aurais tendance à faire partie des gens qui disent que ça doit bouger même encore plus. Mais en tout cas, la neutralité est peut-être un vrai sujet aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Alors, le thème de la neutralité en sciences sociales, c'est vraiment un énorme chapitre, donc je vais pas ni l'ouvrir ni le fermer. Évidemment, toutes les questions dont on vient de parler sont éminemment politiques. Mais il y a une différence entre avoir un objet politique et être partisan. Voilà. Moi, bien sûr, j'ai ma sensibilité politique, je vote, donc j'ai mes préférences politiques. Mais la question, c'est de savoir si on peut mettre de côté ses préférences politiques quand on évalue un sujet. Voilà. Moi, je fais le pari que oui, que c'est possible. Je pense qu'on peut travailler, par exemple, en tant que sociologue, sur la peine de mort, qu'on soit pour ou contre la peine de mort, et faire un travail sérieux. Et c'est pas grave hein, d'être motivé politiquement aussi, tout dépend en fait de la méthode. Moi, je juge pas en fait, finalement, les préférences d'un individu qui va par exemple faire de la recherche ou agir en tant qu'associatif et tout. Je regarde simplement la méthode qu'il utilise. Moi, ce qui me gêne, c'est, je vous l'ai dit, par exemple, l'idéologie, c'est-à-dire le fait de vouloir expliquer un phénomène social qui est hautement multivariable en voulant le subsumer à une variable qui correspond à nos compulsions politiques. Et ça, même si c'est des gens éventuellement de mon camp politique, je me battrai contre eux. Voilà, c'est tout. Parce que moi, je trouve qu'on n'éclaire pas le monde de cette façon-là. Mais ensuite, j'entends les procès en naïveté qu'on pourrait me faire. Jamais prétendu être neutre, d'ailleurs, de ce point de vue. Je dis simplement qu'il faut une méthode qui essaye de s'exfiltrer de ses passions. Voilà. C'est, à mon avis, en partie possible de le faire. Pas totalement, parce qu'il faut pas être naïf. En tout cas, en tant que professeur de sociologie et un peu intellectuel, parce que j'interviens dans l'espace public, moi j'ai dit que j'avais été par mon parti socialiste jadis,
mais vous ne m'avez pas entendu jamais appeler à voter pour un tel ou un tel. Bien sûr, je vote, j'ai mes convictions, mais je ne me considère pas comme légitime à le faire. D'un autre côté, si une catastrophe politique survenait, peut-être que je m'en voudrais. Non pas que je crois avoir le moindre, c'est surtout parce que je crois que j'aurais de toute façon pas du tout d'impact, mais admettons, je ne sais pas s'il est légitime de le faire. Ouais, vraiment, c'est une question. En tout cas, je vois tellement de collègues, notamment de sociologues, engagés politiquement, voilà. Et, y compris qui sont députés, enfin qui se présentent, etc., etc. Et quand j'observe leurs travaux, comment ils plient la nature de leurs résultats à leur compulsion idéologique, j'ai pas du tout envie de leur ressembler. Bien sûr, ils me feraient exactement le même procès, c'est de bonne guerre, c'est entendu. Bon, je vais poser une question en tant que confrère sociologue. J'aimerais bien t'entendre réagir sur ce que je constate quand on est sociologue des religions, de la croyance, ce qu'on partage tous les deux. On va toucher des objets qui sont extrêmement sensibles pour les gens et sensibles politiquement. Et c'est vrai que ce que je constate moi dans ma pratique, alors depuis les attentats et depuis que je travaille sur les questions de radicalité, c'est cette... alors on emploie le terme polarisation, on va le reprendre ici pour faire simple, mais que c'est extrêmement compliqué de trouver un équilibre dans la manière de présenter les choses pour ne pas se faire accuser par un camp d'être un horrible laïcard ou par un autre camp d'être un affreux islamo-gauchiste. Et je trouve que c'est extrêmement délicat, malgré les données scientifiques qu'on peut utiliser et qui sont censées nous protéger. Et j'ai du mal à... Et souvent, ça peut être des institutions qui vont elles-mêmes dire, voilà, Bruno Michon, il a dit ça, c'est quand même... ça va pas, c'est très woke, ou alors... bon, plus rarement le contraire, mais c'est troublant parce que je mets un point d'honneur parce que j'estime que quand j'interviens auprès de collègues, de professionnels, ce que je fais majoritairement dans ma trajectoire, ou d'étudiants et d'étudiantes, j'ai envie de leur donner justement toutes les données du débat et toutes les données scientifiques qu'on a à notre connaissance. Et voilà, donc en tout cas, alors c'est pas tant une question qu'une remarque, et j'ai envie de te faire réagir là-dessus. Je sais que toi-même, tu as été embarqué dans dans ce type-là, et t'en as fait part là à l'instant. Mais moi, j'ai vraiment du mal, et je me sens, alors ça me rend un peu triste, mais je sais pas comment m'en dépatouiller. Aide-moi, Gérald. Je suis peut-être moins mal à l'aise que toi, Bruno, sur ces questions-là. Moi, je ressens pas tout à fait ton inconfort, mais peut-être que j'ai des positions peut-être plus marquées que les tiennes. Moi, je me sens proche des cercles autour de la laïcité, pour être tout à fait clair. Je crois comprendre que toi, c'est plutôt l'inverse, c'est ça, tu as une polarité. Bon. Je constate simplement qu'il y a, ça répond pas vraiment à ta question, mais il y a une énorme confusion dans ce sujet, c'est-à-dire, est-ce que la laïcité est instrumentalisée par un certain nombre d'acteurs qui dissimulent derrière cette notion leur détestation, par exemple, des musulmans, etc. Oui, c'est sûr. Oui, je suis absolument certain qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui utilisent ce concept comme un cheval de Troie idéologique. Mais je ne suis pas du tout mal à l'aise avec ça, tout simplement parce que je ne laisse pas à l'extrême droite ou à d'autres formes de radicalité définir les concepts pour lesquels je me bats, les idées que j'ai, ou même le fait de faire une manifestation, par exemple. Ça ne me gêne pas, je préférerais pas, mais en tout cas, ça ne va pas me faire renoncer. Parce que si tu commences à être intimidé par ce type de détournement, et on pourrait dire la même chose si tu veux, pour le wokisme, ou je ne sais pas comment l'appeler, disons d'autres types de représentations, par exemple plus communautaristes, etc., du monde. Il y a deux grandes visions du monde, hein, on sait bien. Moi, j'ai dit dès l'introduction, je suis plutôt universaliste.
Je pense, j'ai cette sensibilité-là, et c'est pas une position scientifique, c'est vraiment une position personnelle. Je préfère le dire, je mets sur la table, c'est comme ça. Mais je suis quand même ébahi parfois de ce genre d'argument. Où en fait on laisse, on va dire l'extrême droite, grosso modo c'est ça, on laisse à l'extrême droite l'agenda des thématiques qu'on aurait le droit de traiter ou pas de traiter. C'est-à-dire, il suffit que ces gens-là touchent un concept, une thématique, pour que contrairement à Midas, ça ne se transforme pas en or, mais ça se transforme en égout, quoi, et on n'aurait plus le droit de la toucher. Ça veut dire qu'on leur laisse tout simplement définir le champ de l'espace public. On ne peut pas d'un côté, comme ça se fait beaucoup, et on a raison de le regarder, dire que l'extrême droite, depuis pas mal d'années, avec des gens comme de Benoît, etc., font du gramscisme de droite, c'est-à-dire du soft power de droite, etc., culturellement, etc. Et à chaque fois qu'ils touchent un objet, organiser un reflux idéologique, cet objet devient contaminé et maudit, et s'étonner qu'il domine dans l'espace public. Voilà. Moi, voilà ma position, c'est tout, quoi. Donc, de fait, tant que je suis à peu près bien dans mes basques, je sais que ça va me valoir des mentions sur ma page Wikipédia, de mentions mensongères de la part de tel ou tel groupe radicaux, extrême gauche, extrême droite, grosso modo, ça revient à ça. C'est le prix à payer, voilà, c'est tout. Mais moi, personnellement, je me sens pas mal à l'aise. Je le serais si moi-même j'avais un doute sur ces valeurs et sur mes valeurs propres. Mais bon, moi, je suis professeur d'université. Je veux dire, je risque rien statutairement aussi. C'est facile de parler comme ça. A priori, on ne peut pas me faire grand-chose, quoi. Pour l'instant, j'ai dit que dans l'état politique actuel, après on verra. Mais pour l'instant, c'est facile aussi de parler comme ça. Je suis fonctionnaire, je suis professeur. Ma carrière, elle est terminée quasiment. Donc voilà, c'est pas une vraie réponse à ce que je te comprends en tout cas. Mais voilà, moi, je suis moins mal à l'aise que toi. Moi, j'ai une question qui n'accuse en rien la méthode. C'était par rapport à votre... vous avez dit que vous avez infiltré un groupe bouddhiste. Ouais, infiltré, c'est beaucoup parce que il savait que j'étais sociologue. Donc il le savait dès le départ. Au bout de 2 semaines. Oui, 2 semaines. Au bout de 2 ans. Mais du coup... 2 semaines. 2 semaines. Comment ça a été pris? Comment quoi? Comment ça a été pris par les personnes? Ils ont accepté, ils ont essayé de m'instrumentaliser, en fait, pour dire la vérité. C'est-à-dire que là, c'était une antenne locale de la secte. C'était une dame qui dirigeait l'antenne locale, qui avait changé de prénom, etc. C'est une infirmière. Elle est toujours habillée tout en blanc. Et elle a vu son intérêt, elle a cru voir son intérêt. Elle s'est dit, peut-être que ça va servir à la légitimation de mon groupe, qu'on s'intéresse scientifiquement à mon groupe, quoi. Et ensuite, quand j'ai eu terminé ma petite monographie, elle est venue me voir en me demandant de signer une pétition pour que le gourou de la secte obtienne le prix Nobel de la paix. Ce que j'ai pas voulu faire. Mais je veux dire, je suppose... Alors c'est une bonne question que vous posez parce que je ne leur ai pas demandé ça en entretien. Je ne vais pas demander pourquoi vous avez accepté, etc. Mais j'étais assez bien accepté, y compris dans la salle qui était réservée aux initiés, parce qu'il y avait évidemment toujours des progressions. Et j'ai un peu poussé comme ça le bouchon. J'ai dit que j'aimerais bien voir quand même ce qui se passe. Et c'était très intéressant parce que c'était très mixte dans le premier cercle. Mais dans la salle des initiés, les hommes et les femmes étaient séparés. Enfin, on commençait à voir vraiment un rapport ritualisé, genré. Et ils ont accepté que je vienne. J'ai essayé de faire mon travail le plus honnêtement possible. Encore une fois, mon but, c'était pas de me moquer d'eux. Mais bon, j'ai découvert que c'était beaucoup plus radical que ce que j'imaginais, en fait. Une petite question encore, quand même. On parlait de la secte, du gourou. On parlait de... Une petite question quand même sur le livre. Sur le dernier livre. Ouais. J'étais intrigué. Je me suis demandé, est-ce qu'à un moment, tu étais dans cette position un peu de leader dans le groupe? Est-ce que tu le perçois maintenant? Est-ce que tu le percevais à l'époque? Oui. J'étais dans ce groupe de 60 personnes là que j'évoquais. On était 60 en tout, mais on était rarement 60 ensemble. Oui, j'avais une position clairement de leader, mais j'étais en même temps accompagné de copains qui étaient extrêmement charismatiques. Paradoxalement, je pense plus charismatiques que moi. D'ailleurs, certains dans la salle les connaissent, les ont rencontrés, donc je ne veux pas dire leur nom.
mais des gens qui sont un peu connus à Nancy d'une certaine façon, pour ceux qui sont restés à Nancy. Donc c'était un peu par hasard en fait, parce que je pense que mes 2 amis en particulier étaient plus charismatiques que moi. Mais le hasard a fait que je me suis retrouvé comme ça. Ça me plaisait, ça me plaisait beaucoup parce que moi j'étais un adolescent, j'avais l'impression de ne pas être regardé, j'avais l'impression d'être invisible. Donc je comprends les gens qui souffrent d'être invisibles et qui tout à coup gagnent en visibilité par les thèmes qui... Donc c'était du pain béni pour moi tout à coup. Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'étais très content. Enfin, voilà. Par contre, je me suis posé, parce qu'on m'a posé la question, il y a des journalistes qui m'ont posé la question, est-ce que c'était une secte? Je dirais pas ça pour autant. Si c'était une secte, je le dirais, ça changerait rien à ma vie d'aujourd'hui. Je pense pas que c'était une secte parce qu'on n'avait pas un corps dogmatique bien organisé. Et puis, c'était plutôt un truc qui ressemblait à une sorte de société initiatique en réalité, parce que seuls certains d'entre nous connaissions le vrai secret du mouvement qui s'appelait le CERF, ce secret millénariste, etc. La plupart des jeunes qui nous ont rejoints venaient sur des bases un peu politiques, artistiques. Il y a beaucoup de gens qui faisaient de l'art, qui pensaient qu'on pouvait révolutionner le monde grâce à l'art. On était un peu anarchistes à ce moment-là, où on se réclamait de l'anarchisme. Et donc, voilà. Donc je ne pense pas que c'était un groupe sectaire. Et oui, j'avais une position de leadership dans ce groupe. Et tu disais que ça te plaisait. On prend le goût de ce leadership. Il y a quelque chose de... Est-ce que je pourrais qualifier ça d'addictif? Est-ce qu'on le lâche facilement? Alors, c'est certainement addictif, parce que quand le groupe a fini par se dissoudre un peu, quand j'ai quitté Nancy pour faire mes études, je le raconte, j'étais très mélancolique, très malheureux. Mais alors, en même temps, il m'est arrivé des troubles. Moi, je pense que j'étais vraiment hypermnésique à cette époque-là. Et je ne sais pas si j'ai fait une sorte de burn-out à cause de ce groupe, mais je suis maintenant devenu... je suis très physio-amnésique, par exemple. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne reconnais pas les visages, les prénoms, etc. Ça me pose beaucoup de soucis. Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité, mais j'ai l'impression. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, croyez-moi, c'est que ça ne m'intéresse plus du tout. Au contraire, est-ce que c'est à cause de cette époque? Après, je suis un peu rentré au PS, etc. Donc j'ai eu des activités collectives. On m'a demandé qu'est-ce que le jeune homme de 20 ans, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait de moi? Ce jeune-là qui a monté ce groupe. Je pense qu'il serait déçu, en fait. Ce qui le décevrait dans moi, c'est mon incapacité aujourd'hui à participer et à croire à des phénomènes collectifs. Et je ne suis pas fier de ça. J'ai plus envie, quoi. Je suis en état d'un peu d'anédonie par rapport à... Pourtant, je suis très sensible politiquement à ce qui se passe. Je vous ai dit, je suis inquiet, on m'a posé la question, mais je m'en veux. J'arrête pas de me dire chaque année, allez, vas-y, je sais pas, reviens, y compris ne serait-ce dans une association. Alors j'essaye de rendre service quand même. Je suis allé beaucoup en prison, je vous l'ai dit, tout ça, c'était bénévole. Mais en même temps... Ouais, j'ai perdu ce feu sacré de l'action collective. Et donc, bien sûr, il serait pas question que j'accepte la moindre responsabilité politique, ou etc. Ça, j'ai déjà averti au cas où il y aura un malentendu. Je veux dire, même au plus haut niveau, on ne penserait pas forcément au plus haut niveau à moi, je veux dire, mais peu importe, vraiment, sincèrement, croyez-moi, ça ne m'intéresserait pas. Je serais incapable de le faire. Bravo à ceux, heureusement que tout le monde n'est pas égoïste comme moi. Heureusement qu'il y a des gens qui s'inscrivent dans les actions collectives. Je peux avoir de l'admiration pour eux, mais je me demande si c'est pas cette phase-là qui m'a... Donc addictif, oui, mais alors, comme un ancien alcoolique, quoi, qui rentre plus dans un bar, quoi, grosso modo. Voilà. Merci, Gérald Bronner. Merci beaucoup. On fait un clin d'œil à celle qui pilote depuis quand même plus de 7 ans le réseau Virage et qui est, elle, engagée à cet endroit-là, en plus de son engagement auprès des jeunes. À notre directrice. Merci à tous. On vous dit à bientôt à Nancy, à bientôt sur les réseaux, enfin sur notre site.